Un déchet dans ton genre n'a rien à faire au 12e étage, déclara l'infirmière en chef, sa silhouette imposante dominant Léo Fournier, âgé de 13 ans, qui se tenait devant la baie vitrée de la suite de luxe. Sa voix dégoulinait d'un mépris qui s'était accumulé au fil des années à voir des gens qu'elle jugeait indignes du niveau élitiste de cet hôpital. Elle pointa un doigt accusateur vers la vitre derrière elle, s'assurant que chaque personne à portée de voix comprenne bien la hiérarchie qui était en train d'être violée. Cet homme, allongé là-dedans, pèse 5,3 milliards de dollars. Et Stéphane Leroy est le patient le plus important que cet hôpital ait jamais traité. Sa voix était tranchante, chaque mot une lame destinée à couper court à toute protestation. Alors, il faut que tu comprennes que le fils handicapé d'un agent de sécurité n'a absolument aucun droit de se tenir ici et de le dévisager comme un spectacle de foire. Avant que Léo ne puisse articuler la moindre réponse, elle arracha le carnet usé de ses mains tremblantes et le projeta avec une force démesurée dans le couloir immaculé, une démonstration de pouvoir brutal et sans équivoque. Le carnet heurta le mur avec un claquement sec qui résonna dans le corridor silencieux, et des pages s'envolèrent pour s'éparpiller sur le sol poli comme des oiseaux blessés tombant du ciel. Derrière la silhouette rigide de l'infirmière, à travers la vitre, le corps de Stéphane Leroy fut pris de convulsions violentes sur le lit d'hôpital. Sa peau avait pris une teinte grise alarmante, tandis que ses lèvres viraient à un bleu-violet de mauvais augure. Le moniteur cardiaque hurlait une symphonie de détresse, traçant des motifs qu'aucune de ses 15 années de formation médicale ne pouvait déchiffrer, créant une atmosphère de panique palpable dans la pièce. 15 des médecins les plus éminents de l'hôpital l'entouraient, formant un cercle de panique impuissante. Leur visage était marqué par cette peur primale qui surgit lorsque l'expertise échoue et que la mort s'approche inexorablement. Malgré toutes les interventions tentées, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qui était en train de tuer méthodiquement l'un des hommes les plus puissants de l'industrie pharmaceutique. Un homme dont la survie représentait des millions en dons et dont la mort signifierait la fin de carrière prometteuse. Personne, à l'exception du garçon qu'il venait de rejeter et de chasser comme un détritus. Ce même garçon qui avait désespérément essayé de leur dire exactement ce qui n'allait pas. 3 heures plus tôt, le 12e étage était un monde à part, un univers à des années-lumière du sous-sol où la plupart des employés de l'hôpital passaient leur journée. C'était la veille de Noël, et le gala de Noël annuel battait son plein. Les billets d'entrée coûtaient 60 000 $ chacun, plus que ce que Nicolas Fournier, le père de Léo, gagnait en une année entière de garde de nuit. Le champagne, dont le prix d'une seule bouteille dépassait celui d'un mois de loyer, coulait à flot parmi les 200 invités vêtus de créations de grands couturiers. Leur rire fusait, résonnant sous des lustres en cristal dont la valeur dépassait probablement celle de la plupart des maisons. 12 étages en dessous de ce spectacle de richesse et de privilèges, Léo Fournier était assis seul dans un sous-sol de maintenance qui empestait en permanence un mélange de moisis et de café brûlé. Un espace si éloigné du gala à l'étage qu'il aurait pu se trouver sur une autre planète. Sur la scène de la salle de bal, Stéphane Leroy, vêtu d'un costume haute couture qui avait coûté 12 000 $, incarnait à la perfection le milliardaire philanthrope. Ses 2 montres Patek Philippe scintillaient sous les lumières savamment orientées, leur valeur combinée atteignant $250 000, une somme que la plupart des familles ne verraient jamais de leur vie. Il leva un verre d'un grand cru de whisky, valant 800 $ le verre, et déclama son discours soigneusement répété avec l'aisance de celui qui l'avait prononcé des dizaines de fois. Novary Biosystem est incroyablement fier d'annoncer un engagement de 12 millions de $ pour la recherche sur le cancer pédiatrique, déclara-t-il, marquant une pause parfaite pour la vague d'applaudissements qu'il savait imminente. Il sourit pour les caméras qui immortalisaient ce moment de générosité apparente, son expression rayonnant de bienveillance. Car chez Novary, nous croyons de toute notre âme que chaque enfant mérite une chance de se battre pour la vie. La foule éclata en applaudissements tonitruants, et Stéphane savoura ce moment avec la satisfaction d'une performance bien exécutée. Ce que personne ne savait, ce que les caméras ne capteraient jamais, c'est que plus tôt dans l'après-midi, il avait personnellement mis fin à la recherche sur 3 maladies rares sans le moindre scrupule. Les populations de patients étaient trop restreintes, les marchés insuffisants, le retour sur investissement négatif. Ce n'était que des affaires, rien de personnel. À 22h40 précise ce soir-là, Stéphane sentit une étrange sensation dans son estomac, un flottement qui n'avait rien à y faire. Une légère nausée commença à lui monter à la gorge, altérant le goût du champagne. Il en parla brièvement à son assistant personnel, puis écarta le malaise d'un rire, l'attribuant à un repas trop riche et au stress de l'événement. 12 étages plus bas, dans le sous-sol oublié, Léo referma brusquement le manuel de médecine qu'il lisait, un geste si soudain que son père leva les yeux de ses moniteurs de sécurité. « Papa »
Sa voix était calme et posée, comme toujours lorsqu'il analysait quelque chose d'important. Il y a une odeur qui vient du système de ventilation. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Nicolas Fournier leva les yeux de la batterie de moniteurs qui affichait chaque recoin du vaste complexe hospitalier. De quelle odeur tu parles, Léo? Elle vient de la cage d'ascenseur, transportée par la ventilation, expliqua Léo, ses mains commençant à trembler de cette manière particulière qui se manifestait lorsque ses sens détectaient une anomalie fondamentale dans le monde qui l'entourait. C'est une odeur chimique, exactement comme celle du laboratoire de recherche où maman travaillait avant de tomber malade. Quelqu'un à l'étage est très malade, papa. Très gravement malade. Nicolas fronça les sourcils avec cette inquiétude née d'années à apprendre à faire confiance aux perceptions inhabituelles de son fils. Léo, tu ne peux pas sentir quelque chose qui vient de 12 étages plus haut. Je la sens clairement, papa, l'interrompit Léo, ses yeux fixés sur le carnet posé sur ses genoux, précisément à la page 2863, le chapitre qu'il lisait obsessionnellement depuis 3 jours. Le système de ventilation de l'hôpital transporte toutes les odeurs. Et l'acidose métabolique a une odeur très distincte que la plupart des gens ne peuvent pas détecter. Elle est sucrée, mais fondamentalement anormale, comme un fruit qui pourrit de l'intérieur. Nicolas avait appris au fil des ans à ne pas remettre en question les sens extraordinaires de son fils. Léo ne pouvait pas nouer ses lacets sans être frustré aux larmes, ni tenir une conversation normale sans fixer intensément le sol, mais il pouvait sentir, entendre et voir des schémas dans le monde qui n'existaient tout simplement pas pour les personnes neurotypiques. Ce n'est probablement rien de grave, dit Nicolas, bien que son instinct lui dise déjà le contraire. À 23h15, le léger malaise de Stéphane Leroy avait évolué en quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Des douleurs aiguës irradiaient dans son abdomen, comme si quelque chose le déchirait de l'intérieur. À 23h40, il était allongé sur un brancard, transporté en urgence vers la suite de luxe la plus chère de l'hôpital, entouré d'un personnel qui tentait désespérément de dissimuler sa panique. Au sous-sol, Léo releva brusquement la tête de son livre, son regard se fixant intensément sur le moniteur de sécurité numéro 12, qui montrait le 12e étage en noir et blanc granuleux. Des médecins affluaient dans une chambre dans un chaos organisé, celui qui se produit lorsqu'une personne d'une importance capitale est en train de mourir. C'est lui, murmura Léo, sa voix empreinte d'une certitude absolue. C'est la personne que je sens. De qui tu parles? Demanda Nicolas, se rapprochant de son fils. La personne avec l'odeur d'acidose métabolique, celle dont l'odeur descend par les conduits. La voix de Léo se brisa sous le poids de la reconnaissance. Papa, il présente exactement le même schéma, la même progression. La pièce sembla se glacer. Quel schéma, Léo? Qu'est-ce que tu vois? Le schéma de maman, dit simplement Léo, et ces 2 mots contenaient 3 années de deuil et d'études. Il est en train de mourir exactement comme maman est morte. La pièce devint froide sous le poids du souvenir. Il y a 3 ans, le 22 septembre, Sandrine Fournier avait été admise au 8e étage de ce même hôpital. 4 visites aux urgences en 2 semaines, décrivant à chaque fois les mêmes symptômes, douleurs abdominales, nausées, une faiblesse si profonde qu'elle s'était effondrée pendant son service de nettoyage dans un des laboratoires de recherche. Chaque fois, on l'avait renvoyée chez elle avec des diagnostics vagues, gastrite, syndrome du côlon irritable, puis anxiété. Un médecin, dont Nicolas n'oublierait jamais le visage ni le ton condescendant, avait même écrit « comportement de recherche de drogue » dans son dossier. Elle était morte après 18 heures d'agonie, des souffrances que les médecins continuaient de qualifier de psychosomatiques. Des semaines plus tard, l'autopsie révéla la vérité, porphyrie aiguë intermittente, une maladie si rare que la plupart des médecins passaient leur carrière sans jamais voir un seul cas. Si quelqu'un avait su quoi chercher, si quelqu'un avait commandé un test à $50, si quelqu'un l'avait simplement écouté, elle serait encore en vie. Nicolas se souvenait de cette dernière nuit terrible. La main de Sandrine était serrée dans les petits doigts de Léo, sa voix à peine un murmure « Je t'aime plus que tout au monde, mon bébé ». Puis la crise avait commencé. Léo n'avait que 10 ans. Il n'avait pas pleuré à l'enterrement. Il s'était juste mis à lire avec une intensité obsessionnelle. « J'aurais pu la sauver », murmura-t-il à 3 heures du matin. « Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais pu sauver maman. » Nicolas regarda son fils, âgé de 13 ans, portant un sweat à capuche qu'il n'avait pas quitté depuis 3 jours, incapable de croiser le regard de quiconque. Le monde le considérait comme brisé, mais ses yeux qui ne pouvaient établir de contact voyaient absolument tout.
Je dois monter là-haut, tout de suite, déclara Léo avec une urgence soudaine. Cet homme va mourir, papa, exactement comme maman, et ils ne savent pas pourquoi. Mais moi, je sais. Léo, tu ne peux pas simplement. Il va mourir, et ils ne sauront pas comment l'arrêter, l'interrompit Léo, ses mains agrippant son carnet. Mais j'ai la preuve ici, dans mon carnet. L'étude de cas qu'ils ont jetée il y a 8 ans. La recherche de Novary qui aurait pu sauver maman. La gorge de Nicolas se serra. S'il pouvait sauver cet homme riche et puissant, alors peut-être que la mort de Sandrine aurait enfin un sens. D'accord, dit Nicolas, prenant une décision qui allait tout changer. Allons sauver une vie. Ils coururent vers l'ascenseur. Le badge d'accès de Nicolas était à peine autorisé pour les étages au-dessus du 11, mais il le passa quand même. L'ascenseur monta avec une lenteur angoissante. 7. 8. 9. Chaque chiffre un rappel des dernières heures de sa mère. La respiration de Léo s'accélérait. Les lumières fluorescentes étaient trop vives. 10. 11. 12. Les portes s'ouvrirent. Un médecin se tenait juste en face d'eux. Grand, les cheveux grisonnants, des lunettes chères. Nicolas le reconnut instantanément, et son estomac se noua. Le docteur Pierre Moreau, le médecin qui avait écrit « Comportement de recherche de drogue » dans le dossier de Sandrine. Moreau regarda l'uniforme d'agent de sécurité de Nicolas avec un mépris à peine voilé. « Vous travaillez au sous-sol, n'est-ce pas, Fournier? Que faites-vous à l'étage des VIP ?» Léo serra la main de son père et murmura « Ils ne me croiront pas, papa. Ils ne croient jamais les gens comme moi. Mais j'ai la preuve dans ma poche. La note qui montre ce qui a vraiment tué maman. » Le docteur Moreau resta planté là. « Je vous ai posé une question, Fournier. Il y a une urgence médicale, et mon fils sait exactement ce qui ne va pas avec. » Votre fils, l'interrompit Moreau, son sourire aussi froid que la glace. Celui qui a quitté le collège parce qu'il ne pouvait pas fonctionner dans une classe normale. Ce fils-là. Monsieur Fournier, j'ai 30 ans d'expérience médicale. J'ai étudié à la faculté de médecine de la Sorbonne. Vous essayez sérieusement de me dire que votre fils de 13 ans, un déscolarisé, c'est quelque chose que j'ignore? Chaque mot était une gifle. Les mains de Léo tremblaient de plus en plus violemment. Nicolas reconnut les signes, dans moins de 2 minutes, son fils se renfermerait complètement. S'il vous plaît, docteur Moreau, laissez-le juste voir le patient 1 minute. Absolument pas, déclara Moreau avec fermeté. À travers l'espace à côté de Moreau, Nicolas pouvait voir dans la suite de luxe. Stéphane Leroy était en pleine crise convulsive sur le lit. 14 médecins l'entouraient, criant des diagnostics et des traitements dans une panique croissante. Les niveaux de lipase sont normaux. Ce n'est pas une pancréatite. Le scanner ne montre aucune dissection aortique. Une exposition à une toxine? L'écran toxicologique est revenu négatif. Léo se tenait parfaitement immobile, fixant la scène à travers la vitre. Ses lèvres bougeaient silencieusement. « J'ai déjà vu cette progression exacte, » murmura-t-il. Moreau l'entendit. « Vous avez vu quoi, exactement ? » La façon dont son corps bouge, le schéma spécifique des contorsions. C'est une douleur neuropathique viscérale. Léo pointa la poche de la sonde urinaire. Regardez la couleur de son urine. Ces couleurs portent une teinte très spécifique. Ce n'est pas du sang. C'est une accumulation de porphobilinogène. Moreau cligna des yeux, surpris. Qu'est-ce que vous venez de dire? Porphyrie aiguë intermittente, affirma Léo avec une certitude absolue. Et vous lui donnez des barbituriques. Je peux voir la poche de perfusion d'ici. C'est du phénobarbital. Les barbituriques sont l'un des principaux déclencheurs des crises de porphyrie. Chaque dose que vous lui administrez le tue plus vite. Un silence écrasant s'ensuivit. La porphyrie touche une personne sur 100 000, commença Moreau, sa voix soudain incertaine. Ma mère en était atteinte, l'interrompit Léo, sa voix plate, factuelle. Elle est morte au 8e étage de cet hôpital il y a exactement 3 ans, le 22 septembre. Vous étiez son médecin traitant, docteur Moreau. Vous avez écrit « Comportement de recherche de drogue » dans son dossier.
Vous lui avez dit que la douleur était due à l'anxiété. Vous l'avez renvoyée chez elle 4 fois alors qu'elle était en train de mourir. La voix de Léo ne trembla pas. 18 heures après que vous l'ayez renvoyée pour la 4e fois, elle était morte sur le sol de notre salle de bain. Toute couleur quitta le visage de Moreau. Je vois des centaines de patients. Je ne peux pas me souvenir de chaque cas. Sandrine Fournier, continua Léo sans relâche. Employé numéro 4126, agent d'entretien dans l'aile de recherche, 35 ans. Il sortit un papier plié de sa poche. Le logo de Novary Biosystem était clairement visible en haut. La date, 15 mars 2017. Nicolas n'avait jamais vu ce document. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea Moreau. C'est une note de recherche interne de Novary Biosystem, expliqua Léo. Il voulait développer une thérapie de remplacement enzymatique pour la porphyrie aiguë intermittente. Le projet était budgétisé à 8,5 millions de dollars sur 5 ans. Il aurait pu sauver environ 2000 vies. Il montra la ligne de signature en bas. Projet terminé. Marché trop petit. Roi négatif. La signature était celle de Stéphane Leroy, PDG. L'homme qui est en train de mourir dans cette chambre. Il a personnellement tué la recherche qui aurait pu sauver la vie de ma mère. Un cri désespéré s'éleva de la suite. Il est en train de lâcher, fréquence cardiaque en dessous de 40. Apportez le chariot d'urgence. L'alarme hurla encore plus fort. Moreau regarda la note, puis le milliardaire mourant, puis le garçon qu'il avait méprisé. Si vous vous trompez. Je ne me trompe pas, dit Léo. J'ai étudié cette maladie tous les jours pendant 3 ans. Je la connais mieux que n'importe qui dans cette pièce, parce qu'ils l'ont lu une fois à la faculté de médecine et l'ont oubliée. Je l'ai apprise en regardant ma mère hurler de douleur pendant que vous lui disiez qu'elle imaginait tout. Les machines sonnaient en continu. Moreau ferma les yeux et fit un choix. Vous avez 2 minutes. Je ne perdrai pas une seule seconde, promit Léo. Léo s'arrêta à la fenêtre. J'ai besoin que quelqu'un m'apporte une lampe de Wood immédiatement. Lumière ultraviolette, 365 nanomètres. Et faites un test de Watson-Schwartz sur son urine tout de suite. 2 ml d'urine, 2 ml de réactif d'Ehrlich. Si ça vire au rouge cerise, c'est votre diagnostic définitif. Faites-le maintenant. Moreau le fixa une dernière seconde, puis ouvrit la porte de la suite. Le garçon que tout le monde avait ignoré entra dans une pièce remplie de médecins qui avaient passé leur carrière à ignorer des gens exactement comme lui. Les 15 médecins se tournèrent simultanément. Le docteur Marie Dupont fut la première à parler, sa voix tranchante d'indignation. Qui les a autorisés à entrer ici? Moreau s'avança. Le garçon connaît le diagnostic alors qu'aucun de nous n'a pu le trouver. Un rire nerveux et dédaigneux parcourut la pièce. Le docteur Jean-Luc Lambert ne cacha pas son mépris. Nous avons 15 médecins ici, avec 200 ans d'expérience combinée, et vous nous dites qu'un collégien déscolarisé a résolu le problème? Léo se dirigea directement vers le lit, son attention entièrement portée sur l'homme mourant. La peau de Leroy avait la couleur du béton. Le moniteur cardiaque hurlait dans un chaos absolu. Ne le touchez surtout pas. Lança Dupont. Léo ne le toucha pas, il observa. Urine couleur Porto, environ 400 ml recueillis, déclara-t-il cliniquement. Ce n'est pas du sang. On a déjà vérifié, offrit un jeune interne. Vous avez cherché des globules rouges, corrigea Léo. Je parle de porphobilinogène, ce qui nécessite un test différent. Il désigna les mains de Leroy. Remarquez la photosensibilité. La main gauche est nettement plus foncée que la droite sous ces lumières, ce qui indique une accumulation anormale de porphyrine. Plusieurs médecins se penchèrent. L'un d'eux hocha lentement la tête. Le schéma des convulsions est incorrect pour une épilepsie standard, continua Léo. Il y a 5 symptômes distincts qui se présentent simultanément, douleur neuropathique viscérale, tachycardie autonome, convulsions nerveuses périphériques, photosensibilité et urine couleur Porto. Il marqua une pause. Un seul diagnostic dans la littérature médicale correspond à ces 5 symptômes. Lequel? Demanda Moreau. Porphyrie aiguë intermittente, déclara Léo avec une confiance absolue. Un lourd silence s'installa. Cela touche une personne sur 100 000, dit lentement Dupont.
Alors expliquez pourquoi vous passez à côté, dit Léo, ouvrant son carnet. Et pire, vous lui administrez des médicaments qui aggravent son état. Le phénobarbital et la morphine sont des drogues hautement porphyrinogènes. Lambert le regarda, incrédule. Comment pourriez-vous connaître notre protocole médicamenteux exact? Je peux lire les étiquettes d'ici et je vois les effets dans la progression de sa détérioration, expliqua Léo. Il a décroché il y a 40 minutes, juste après que vous ayez commencé la perfusion de barbiturique. Moreau vérifia sur sa tablette, son visage pâlissant. Il a absolument raison. Le patient a décroché à minuit 18, précisément au moment où nous avons initié le phénobarbital. Que suggérez-vous? Demanda Dupont. Arrêtez les barbituriques immédiatement. Arrêtez la morphine. Administrez de l'émine par voie intraveineuse. C'est le seul traitement. Nous n'avons pas d'émine en stock, affirma Lambert. Vous êtes un hôpital de recherche avec une unité de transplantation active, rétorqua Léo. Vérifiez votre pharmacie pour du Panématin. Moreau appelait déjà la pharmacie. C'est le docteur Moreau. Vérifiez l'inventaire pour du Panématin. Vous en avez? Il avait l'air stupéfait. 6 flacons disponibles. Préparez un flacon pour une perfusion immédiate, ordonna Léo. Mais confirmez d'abord le diagnostic. J'ai besoin d'une lampe de Wood. Une lampe ultraviolette, longueur d'onde de 365 nanomètres, clarifia Léo. Mon père en a une sur sa ceinture de sécurité. Nicolas sortit immédiatement une lampe de poche UV conçue pour les scènes de crime. Léo la prit et se dirigea vers la poche de la sonde. Quelqu'un éteignit les lumières. La pièce plongea dans l'obscurité. Léo alluma la lampe et la dirigea sur la poche urinaire. Le liquide à l'intérieur explosa en un rose fluorescent brillant. Tous les médecins dans la pièce eurent un hoquet de surprise. Fluorescence du porphobilinogène sous UV, dit doucement Léo dans l'obscurité. C'est pathognomonique de la porphyrie. Une preuve absolument définitive. Les lumières se rallumèrent. Les médecins fixaient la poche comme si elle les avait trahis. Nous avons encore besoin de la confirmation de Watson-Schwartz, dit Moreau, humblement. 2 ml d'urine mélangée à 2 ml de réactif d'Ehrlich Viron au rouge cerise, récita Léo. Mais regardez le moniteur. Vous n'avez pas le temps. Le roi était en train de lâcher. 120, 100, 80. 50, 42. Il est en train de faire un arrêt. Cria Dupont. Commencez la perfusion d'émine immédiatement. La voix de Léo traversa la panique. Si vous le réanimez sans arrêter la cascade de porphyrine, il fera un autre arrêt dans les 10 minutes. Moreau prit sa décision. Préparez le Panématin. 313 mg en 4. Faites-le maintenant. Une infirmière sprinta. 90 secondes plus tard, elle revint avec le flacon. Ils préparèrent la perfusion. Tout le monde retenait son souffle. 30 secondes, 40. La fréquence cardiaque de Leroy commença à se stabiliser. 65, 75, 85, 90. Son rythme se normalisa. Sa respiration devint plus régulière. Les convulsions s'arrêtèrent. Les alarmes se turent une à une. La peau de Leroy reprit des couleurs. Dupont vérifia ses pupilles. Réactive et égale. Il se stabilise vraiment. Moreau se tourna vers Léo. Comment saviez-vous tout ça? Léo referma son carnet, sa voix se brisant d'émotion. J'ai vu ma mère mourir de cette même maladie, ici, dans cet hôpital, il y a 3 ans. Je me suis promis à son enterrement, plus jamais ça. Son regard se posa sur le visage inconscient de Leroy. Même lui. Même quelqu'un comme lui a le droit de vivre alors que ma mère n'a pas eu cette chance. 40 minutes plus tard, les yeux de Stéphane Leroy s'ouvrirent lentement. Que m'est-il arrivé? Sa voix était rauque. Le docteur Moreau s'approcha. Vous avez eu une crise de porphyrie aiguë intermittente, une maladie génétique extrêmement rare. Le regard de Leroy balaya la pièce, puis s'arrêta sur un adolescent en sweat à capuche à côté d'un agent de sécurité. Qui sont-ils? C'est Léo Fournier et son père, Nicolas. Cela n'explique pas leur présence dans ma chambre privée. Léo a diagnostiqué votre état alors qu'aucun de nous n'y parvenait, monsieur Leroy.
Il a sauvé votre vie. Le roi le dévisagea, incrédule. C'est un enfant. Il a 13 ans, a quitté l'école en 5e et a appris la médecine seul avec des livres qu'il a trouvés dans les poubelles de cet hôpital, expliqua Moreau, lui tendant la note pliée. Le roi la déplia, et son visage devint livide en reconnaissant l'entête de sa société. Sa propre signature. Projet terminé, marché trop petit, roi négatif. Où avez-vous eu ça? Dans une poubelle au 3e étage, il y a 8 ans, dit Léo. Vous avez gardé ça pendant toutes ces années? Oui, monsieur. Avec 11 autres notes similaires. 12 projets de recherche sur des maladies rares annulés entre 2016 et 2020. Ce ne sont que des affaires, se défendit le roi. Ma mère est morte de porphyrie, le coupa Léo. Le 22 septembre, il y a 3 ans, ici, au 8e étage. Si votre entreprise n'avait pas mis fin à cette recherche, peut-être que les médecins auraient su la reconnaître. Peut-être que ma mère serait encore en vie. Le roi sentit comme un coup de poing dans la poitrine. Je ne voulais tuer personne spécifiquement. C'est vrai, acquiesça Léo. Vous vouliez maximiser la valeur pour les actionnaires. Combien de personnes sont mortes parce qu'elles n'étaient pas assez rentables pour que vous vous en souciiez? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Demanda le roi, la voix brisée. Léo resta silencieux un instant. Ma mère m'a appris que chaque vie a une valeur intrinsèque. Même la vôtre. Je ne vous ai pas sauvé parce que vous le méritiez. Je vous ai sauvé parce qu'elle l'aurait voulu. Vous laisser mourir ne l'aurait pas ramené. Cela aurait juste fait de moi quelqu'un comme vous. 2 heures plus tard, à 2h30 du matin, le jour de Noël, Stéphane le roi était assis dans son lit. J'ai besoin de mon téléphone. Immédiatement. Monsieur le roi, il est 2h30 du matin. Réveillez tous les membres de mon conseil d'administration. Réunion d'urgence à 6h. Je me fiche que ce soit le matin de Noël. Il passa des appels. J'ai besoin de 3 documents rédigés immédiatement. Primo, la création d'un fonds de recherche perpétuel, 50 millions de dollars par an. Secondo, un programme de bourse complet. Tertio, une déclaration publique. Il dicta, il y a 8 ans, j'ai personnellement mis fin à 12 projets de recherche sur des maladies rares. J'avais fondamentalement tort. Ce soir, j'ai failli mourir de porphyrie, sauvé non pas par 15 médecins d'élite, mais par un garçon de 13 ans dont la mère est morte de la même maladie parce que j'ai choisi le profit plutôt que la recherche qui aurait pu la sauver. Il regarda les médecins et Léo. À compter d'aujourd'hui, Novary Biosystem crée le fonds Sandrine Fournier pour les maladies rares, 50 millions par an, à perpétuité. Deuxièmement, le programme de bourse médicale Léo Fournier, pour les étudiants que le système éducatif traditionnel a échoué à aider. Léo sera notre premier boursier. Troisièmement, une transparence totale dans toutes les décisions de recherche. Il raccrocha. Envoyez cette déclaration à tous les grands médias. Le docteur Valérie Lefebvre s'avança. Monsieur le roi, Léo a besoin de plus qu'une bourse. Il a besoin d'un rôle ici, maintenant. Créer un service de consultation sur les maladies rares dans cet hôpital, avec Léo comme consultant principal en diagnostic. Moreau haussa un sourcil. Il a 13 ans. Cet hôpital a failli laisser mourir un milliardaire la veille de Noël, le coupa sèchement Lefebvre. Un garçon de 13 ans avec un carnet l'a sauvé. Je pense que nos exigences traditionnelles en matière de diplôme doivent être réexaminées. Elle se tourna vers Léo. Vous travailleriez avec nous comme un véritable collègue. Léo semblait dépassé. Je ne peux pas. Vous l'avez déjà fait, intervint Dupont. Ce soir, vous avez identifié une maladie rare en quelques minutes. Léo regarda son père, qui sourit pour la première fois depuis des années. Ta mère serait si incroyablement fière de toi, Léo. Léo hocha lentement la tête. D'accord. Mais je veux quelque chose en retour, monsieur le roi. Nommez-le. Un accès complet à vos dossiers de recherche terminés. Tous. Ce sera une très longue liste. Je sais exactement à quel point elle est longue, et je veux tout étudier, insista Léo. Vous aurez un accès complet et illimité. Alors je veux transformer cela en une base de données nationale de tous les cas de maladies rares, de tous les diagnostics erronés, dit Léo. Rendons-la accessible à tous, gratuitement.
Lefebvre sortait déjà son téléphone. Je connais des chercheurs à Paris et à Lyon qui sauteraient sur l'occasion. Appelez-les aujourd'hui, ordonna le roi. Toutes les ressources nécessaires, sans limite de budget. 6 mois plus tard, le 3e étage de l'hôpital universitaire de Bordeaux, autrefois rempli de poubelles de projets terminés, était devenu le centre de consultation sur les maladies rares. Léo Fournier, 14 ans, était assis à un bureau couvert de revues médicales. Il portait toujours son sweat à capuche. La porte s'ouvrit et le docteur Lefebvre entra. « Léo, nous avons un cas difficile. Femme de 28 ans, faiblesse musculaire progressive. » Léo leva les yeux. Intolérance à l'effort avec des taux de CK normaux. Quels autres symptômes? Vision double intermittente, paupières tombantes qui s'aggravent le soir. Léo tapait déjà sur son clavier. Myasthénie grave avec une présentation atypique. Faites un test d'anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. S'il est négatif, testez les anticorps anti-MuSK. Lefebvre sourit. Le test ACR est revenu négatif. Alors commandez le test anti-MuSK. Faites aussi un scanner thoracique pour vérifier la présence d'un thymome. Un jeune interne prenait des notes frénétiquement. Comment savez-vous tout cela? Je lis beaucoup, et je retiens ce que je lis, dit Léo, mal à l'aise. Léo a diagnostiqué avec succès 43 cas de maladies rares en seulement 6 mois, dit Lefebvre avec fierté. 43 patients qui auraient été mal diagnostiqués. Après leur départ, son téléphone vibra. Un texto de Nicolas. Tellement fier de toi, mon fils. On se voit pour dîner. Ta pizza préférée. Léo sourit. 3 ans plus tard, le fonds Sandrine Fournier avait financé 49 projets de recherche. La bourse médicale Léo Fournier avait diplômé 89 étudiants. La base de données sur les maladies rares avait aidé à diagnostiquer plus de 2000 cas dans le monde. À 19 ans, Léo Fournier devint la plus jeune personne à recevoir le prestigieux prix Nobel de médecine pour sa contribution transformatrice. Il portait toujours des sweats à capuche aux événements officiels. Il luttait toujours avec le contact visuel. Mais il voyait ce que les autres manquaient. Et grâce à ce don extraordinaire, des milliers de personnes qui seraient mortes invisibles et oubliées étaient en vie, vues et commémorées. Pour Sandrine Fournier, qui nettoyait les sols mais a élevé un génie. Pour Nicolas Fournier, qui a appris que la différence n'est pas une tare. Pour chaque patient atteint d'une maladie rare à qui on a dit qu'il ne comptait pas. Vous comptez. On vous voit. Vous avez de la valeur.